Ma sœur m'a imposé de porter du rouge à son mariage, alors que le thème était tout en blanc, histoire que je joue les exceptions en tant que demoiselle d'honneur. Jordan, fidèle à elle-même, a annoncé devant 50 personnes, au dîner de répétition, tout le monde sera en blanc, excepté ma demoiselle d'honneur. Elle sera en rouge. Ce sera plus joli, pour contraster. Elle m'a servi un grand sourire, comme si elle me faisait une fleur. Tu ne trouves pas que ce sera parfait sur les photos? Un peu de couleur, ça tranche? Le photographe, lui, n'en menait pas large. C'est bien connu. Les mariés veulent toujours l'harmonie sur les clichés. Jordan en rajoute « Je veux vraiment que Lily sorte du lot. Elle est spéciale. » Évidemment, la façon dont elle a prononcé « spéciale » a jeté un froid dans la salle. Ma mère s'est mise à tripoter nerveusement sa serviette et mon père a eu une quinte de tout gêné. Mais bien sûr, personne n'a moufté. On ne contrarie jamais Jordan. Quand j'avais 5 ans, elle m'a coupé les cheveux pendant que je dormais parce que les siens étaient trop emmêlés et on lui avait tout raccourci. Il ne fallait surtout pas que j'aie les cheveux plus longs qu'elle. En classe, elle racontait que j'étais dans une classe spéciale et la rumeur m'a poursuivi des mois entiers avant qu'un prof ne mette les choses au clair. Quand j'ai lancé mon cabinet de compta, elle répétait à qui voulait l'entendre que je n'étais qu'une employée saisonnière chez H&R Block. Quand j'ai acheté ma maison, elle a fait courir le bruit qu'elle était dans un quartier craignos, ce qui était évidemment faux. Mais elle ne supportait pas que j'aie pu acheter quoi que ce soit. L'organisation du mariage, ça a été la cerise sur le gâteau. Elle voulait que je fasse tout, mais sans jamais avoir mon mot à dire. Les fleurs, j'ai commandé, elle a annulé. Les transports, changement complet à la dernière minute. Son enterrement de vie de jeune fille, elle a passé la soirée à se plaindre. Mais rien n'égale l'histoire de la robe. 2 jours avant le mariage, alors que j'avais déjà la robe blanche qu'elle avait validée après retouche, elle m'annonce « Ce sera finalement du rouge ». À la répétition, incrédule, je lui lance « Rouge ? Pourtant, tu étais catégorique. C'était blanc et rien d'autre. » Et elle de répondre sur un ton faux « J'ai changé d'avis. Le rouge, ce sera bien mieux sur les photos. » Ses copines demoiselles d'honneur avaient le sourire satisfait de celles qui ne m'ont jamais vraiment appréciée. Il faut dire que Jordan entretenait leur hostilité en racontant que j'étais difficile, jalouse, que je sabotais tout. Bref, des mensonges qu'elle gobait sans sourciller. Après le dîner, j'ai arpenté toute la ville pour dénicher une robe rouge. Au final, j'en ai trouvé une dans un dépôt-vente, un peu trop courte. Mais au moins, elle était rouge. Je l'ai achetée exprès, sachant très bien que Jordan la trouverait horrible. C'était voulu. Le matin du mariage, elle était rayonnante. Alors, elle est prête, ta robe rouge, tout en se faisant maquiller. Je lui ai répondu d'un sourire en coin. Oui, je suis curieuse de voir l'effet que ça fera. Tu vas être tellement mise en valeur, comme si j'étais une bête de foire. J'ai fermé patiemment chaque bouton de sa robe pendant qu'elle délirait sur la perfection de ce jour, les photos, les magazines, ce mariage que tous retiendraient. Sur ce point, elle ne croyait pas si bien dire. La cérémonie a commencé et je suis descendue l'allée, seule en rouge, sous les chuchotements. Les invités se demandaient pourquoi j'étais la seule différente. Certains prenaient des photos, intrigués. Je me suis installée à l'hôtel, le bouquet à la main, tandis qu'elle épousait Tom, le chirurgien qu'elle avait rencontré lors d'une soirée organisée, par ma boîte, évidemment. À la réception, Jordan avait prévu son grand final, un discours surprise que je n'avais jamais répété. Ma demoiselle d'honneur a quelque chose à dire, a-t-elle lancé en me traînant au micro, avec ce ton qui ne laissait pas le choix. Raconte-nous, Lily, combien on est proches, tous ces souvenirs. Elle voulait m'entendre l'encenser, parler de notre soi-disant complicité, de sa perfection, de ma chance. J'ai pris le micro, j'ai regardé l'assemblée où nos parents faisaient en mine d'être à l'aise, et Tom commençait franchement à perdre ses moyens. J'ai lâché. Jordan m'a demandé de porter du rouge aujourd'hui, pour le contraste, pour que je ressorte sur les photos. Il faut dire qu'elle a toujours été très douée pour que je me fasse remarquer. Petite déjà, elle n'hésitait pas à pointer du doigt tout ce qui n'allait pas chez moi, tout ce qui faisait que j'étais moins bien qu'elle. Là, le sourire de Jordan s'est effacé brutalement. Mais finalement, être différente, ça m'a permis de voir les choses plus clairement. Comme le fait que Tom a l'air particulièrement nerveux aujourd'hui, qu'il ne cesse de vérifier son téléphone, ou bien cette trace de rouge à lèvres sur son col, qui, curieusement, n'est pas celle de Jordan. La salle a soudainement cessé de respirer. Tom a porté la main à son col, complètement pris au dépourvu. J'ai continué, le plus simplement du monde. L'avantage d'être la sœur qu'on remarque le moins, c'est qu'on finit par tout voir. Hier soir, par exemple, Tom était au bar de l'hôtel. Pas pour son enterrement de vie de garçon. Il était avec Ashley, la meilleure amie de Jordan, celle qui ne pouvait justement pas venir aujourd'hui, soi-disant à cause d'une gastro. Il faut croire qu'elle l'a partagé avec Tom. Jordan a pivoté vers Tom, livide. Je laissai tomber le micro, qui a percuté le sol dans un grand fracas, résonnant dans le silence général. En quelques instants, le visage de Jordan est passé de la sidération à la fureur. Elle s'est jetée sur Tom, sa robe de mariée virevoltant, la traîne prise dans une chaise, tandis que Tom reculait précipitamment, renversant presque sa chaise dans la panique.
le visage pâle, crispé sur son col comme s'il pouvait effacer la trace d'un simple geste. Tout autour, les invités sortaient déjà leur téléphone. Certains filmaient, d'autres s'empressèrent de tout raconter aux absents. La photographe, elle, était tétanisée, l'appareil ballottant au bout de sa sangle. Jordan a fini par attraper Tom et a enfoncé ses ongles dans son bras, les jointures blanches de rage. Sa voix a retenti dans un cri si perçant que toute la table d'honneur a sursauté. Elle voulait absolument savoir si c'était vrai, s'il avait réellement aperçu Ashley, et sa voix se fissurait presque quand elle prononçait ce prénom. On sentait la colère lutter avec les larmes, prête à éclater. Tom a baragouiné des histoires de quiproquos, essayé de me convaincre que je me trompais, que personne n'avait compris quoi que ce soit, mais il gardait nerveusement la main sur son col, sans jamais lâcher prise. À force d'essayer de masquer la marque, il l'avait rendue encore plus visible. Tout le monde ne voyait plus qu'elle, éclatante sur le blanc immaculé de sa chemise. Une tache rouge foncée, presque lit de vin, rien à voir avec le rose pâle qu'on connaissait de Jordan. Pris de panique, il enchaînait des bribes de phrases incohérentes, des excuses absurdes qui flottèrent dans l'air sans convaincre personne. Moi, j'étais là, les mains crispées sur le micro, à assister impuissante à l'effondrement du conte de fées de ma sœur. Une part de moi aurait voulu détourner les yeux, mais c'était devenu impossible de lâcher la scène. Les mèches savamment lissées de Jordan commençaient à s'échapper. Son maquillage virait à la catastrophe au fil des larmes qui montaient. Le vernis parfait de la mariée se craquelait en direct devant 50 paires d'yeux. Amy, l'une des demoiselles d'honneur, a surgi à mes côtés et m'a attrapée violemment par le bras, ses doigts plantés dans ma peau. Elle s'est penchée, folle de rage, pour me souffler « Tu viens de tout foutre en l'air ». Elle m'a traité de monstre rancunier, incapable de supporter que Jordan puisse être heureuse, jalouse, mesquine, cruelle. Son souffle chargé de champagne me frôlait l'oreille, brûlant. J'ai dégagé mon bras en reculant d'un pas. Amy avait le visage écarlate de fureur et son propre maquillage finissait par se liquéfier sur ses joues moites. Les autres demoiselles d'honneur restaient groupées autour de la table d'honneur. Certaines pleuraient en silence, d'autres, pétrifiées, ne savaient plus où se mettre. Personne ne bougeait pour aider Jordan. Elles étaient toutes choquées, déboussolées, affolées. Ma mère, elle, s'était lancée droit sur Jordan, se faufilant à travers une foule désormais debout, téléphones à la main, chacun y allant de son commentaire. En une poignée de secondes, la salle était passée d'un calme glacial à un tohu-bohu incroyable. Mon père est alors venu se planter devant moi, arborant une expression que je ne lui connaissais pas. Visage empourpré, mâchoire prête à exploser, il m'a jeté un regard où perçèrent la colère et la déception, mais qui penchait nettement vers la rage. Il m'a ordonné de déguerpir sur le champ. « Tu nous as tous couverts de honte. Tu as ruiné le mariage de ta sœur. » Sa voix grave tremblait d'une colère rentrée que je ne lui avais jamais connue. Il a même désigné la porte du doigt, comme si je m'étais perdue. Derrière lui, j'apercevais ma mère essayer de séparer Jordan et Tom. Jordan hurlait, sa voix perçante devenant de plus en plus aiguë, tandis que Tom, acculé, tentait de se fondre dans le mur, les mains levées en signe de soumission. Plusieurs garçons d'honneur arrivaient sans savoir s'ils devaient intervenir. J'ai ramassé mon sac sous la chaise près de la table d'honneur, les mains tellement fébriles que j'ai failli tout lâcher 2 fois. Tête haute, j'ai traversé la salle de bal pour rejoindre la sortie, même si mes jambes flageolaient, même si je sentais le poids écrasant de tous les regards, même si ma robe rouge me semblait soudain brûlante sur la peau. Les sanglots déchirants de Jordan me faisaient un nœud dans la poitrine alors que, derrière moi, Tom, paniqué, essayait d'articuler « Ce n'est pas ce que vous croyez, je peux tout expliquer, calmez-vous, je vous en supplie ». Mais personne ne l'écoutait. J'ai poussé les portes énormes de la salle de bal, qui se sont refermées dans un bruit sourd, étouffant tout ce chaos. Une fois dans le couloir désert de l'hôtel, le silence frappait, et mes talons résonnaient fort sur le marbre glacé. J'ai rejoint le parking, tremblante au point de devoir m'adosser à la voiture pour ne pas vaciller, et j'ai laissé tomber mes clés à 2 reprises avant de réussir à ouvrir la portière. Je me suis finalement installée à l'intérieur, complètement sonnée. Le parking était baigné de lumière, je pouvais garder un œil sur l'entrée de l'hôtel sans bouger. Je suis restée là une vingtaine de minutes, à regarder les invités sortir au compte-gouttes, en petits groupes qui papotaient, certains déjà au téléphone pour tout raconter, d'autres s'agitaient ou se disputaient. Certains même riaient, comme si le spectacle de leur vie venait de se jouer sous leurs yeux. Et, à bien y réfléchir, c'était sans doute vrai. Un couple âgé est passé devant ma voiture. J'ai distinctement entendu la femme dire qu'elle l'avait toujours su, que Tom n'était pas net. Son mari, tout sourire, a tenté de la calmer. 2 garçons d'honneur sont restés à fumer près de l'entrée, cravate défait, veste sur le bras, secouant la tête d'incrédulité en jetant des regards vers l'hôtel. Mon téléphone s'est alors mis à vibrer non-stop dans mon sac, appels et messages se succédant sans relâche. Ma mère, mon père, des numéros inconnus, des cousins, des amis de la famille, tout le monde s'y mettait. J'ai tout coupé, balancé le portable au fond du sac
mis le contact et pris la route du retour, les mains toujours agitées de tremblements sur le volant. Oui, il y avait cette satisfaction attendue, une chaleur diffuse en pensant au visage décomposé de Tom, à la perfection de Jordan qui s'effondrait, mais elle se mêlait à une lourdeur poisseuse, une pierre plantée dans le ventre que je n'avais aucune envie d'analyser pour l'instant. J'ai passé le reste de la nuit recroquevillée sur le canapé en robe rouge, à repasser la scène en boucle. La tête de Jordan quand j'ai balancé le nom de Tom, son sourire figé, la main de Tom sur son col, le micro qui heurte le sol. Certes, une part de moi culpabilisait d'avoir tout balancé devant 50 personnes au lieu d'en parler à part, mais une autre part plus coriace se remémorait chaque humiliation infligée par Jordan. La coupe de cheveux imposée, les rumeurs sur ma prétendue classe spécialisée, ses railleries sur mon entreprise, m'obligeaient à porter du rouge, alors que toutes les autres étaient en blanc. Toutes ces petites cruautés accumulées depuis 30 ans, celle-là, de part, ne regrettait rien. Vers minuit, j'ai enfin quitté la robe, la balançant au fond du placard avec la ferme intention de ne plus jamais la revoir, avant de me glisser sous la couette. Impossible de fermer l'œil, fixant le plafond en laissant défiler encore et encore les derniers instants. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. 63 appels manqués, plus d'une centaine de messages. La boîte de réception explosait à mesure que les notifications tombaient. La plupart venaient de la famille. Ma tante m'accusait d'être une horrible personne. Mon oncle tordait le couteau en rappelant que j'avais toujours été jalouse. Ma cousine m'assurait que cette fois, j'étais allée trop loin. Les variantes sur le sujet ne manquaient pas, mais certains messages sortèrent du lot. Quelques-uns me demandaient si ce que j'avais révélé sur Tom et Ashley était vrai, insistant pour avoir des détails, vouloir savoir comment j'étais au courant. J'ai préféré les ignorer, les mains tremblantes en préparant du café. Finalement, j'ai écouté un message vocal de ma mère, sa voix glaciale comme je ne l'avais jamais entendue. Jordan s'est enfermée dans la suite des mariés, elle refuse de parler à qui que ce soit, ne veut ni sortir, ni manger. Elle crie et pleure sur quiconque frappe à la porte. Ma mère a poursuivi, « Tu as ruiné la vie de ta sœur par pure jalousie. Tant que tu n'auras pas présenté d'excuses, tu n'es plus la bienvenue aux réunions de famille. J'ai honte d'être ta mère. » Le message s'est arrêté brutalement. Je l'ai supprimé, puis j'ai vu qu'il y en avait un autre de mon père. J'ai lancé la lecture. Sa voix, plus grave et presque calme, m'a glacée encore plus. Il a juste dit qu'il était déçu, pas en colère, déçu. Il m'a demandé comment j'avais pu être aussi cruelle envers ma propre sœur le jour de son mariage, comment j'avais pu étaler nos histoires devant 50 invités. Il s'interrogeait, avais-je envisagé d'avoir mal compris entre Tom et Ashley? Était-il possible que j'aie gâché le bonheur de Jordan sur un simple malentendu? Le message s'est coupé là, me laissant pétrifiée devant mon téléphone, toujours les mains qui tremblaient. Je l'ai effacé à son tour et j'ai retourné le téléphone, écran contre le canapé. Je me suis levée pour aller à la cuisine. J'ai refait du café malgré la boule dans mon ventre. J'ai dosé le café, rempli la carafe, observé l'eau couler, autant de gestes automatiques qui prenaient soudain une tournure absurde après tout ce qui venait d'arriver. J'ai servi une tasse et je me suis installée à la table de la cuisine où, seulement là, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que j'avais fait, à vraiment mesurer les conséquences, pas seulement me réjouir d'avoir gâché la journée parfaite de Jordan. Mon cabinet comptable n'était pas bien grand, une trentaine de clients réguliers, certains amis de mes parents, jouant au golf avec mon père, déjeunant parfois avec ma mère. Ils allaient entendre parler de toute cette histoire. Ils l'avaient peut-être déjà apprise. Allaient-ils me juger instable, non professionnelle, du genre à faire des histoires et à attirer les ennuis? J'ai bu une gorgée de café, suffisamment chaud pour me brûler la langue. De l'autre côté du salon, mon téléphone vibrait, inlassablement. Encore des messages, encore des appels. Je les ai tous ignorés. Je suis restée assise là, le cœur serré, à penser à Madame Wilsonon, fidèle depuis l'ouverture, dont la fille était amie avec Jordan, à Monsieur Anderson, qui m'avait recommandé 3 clients le mois dernier et qui allait à la même église que mon père, au Henderson, qui m'avait confié la gestion de leur retraite, présent au mariage au 3e rang, m'ayant vu déposer le micro avant de quitter la salle. Pendant que je restais là, mon café refroidissait, mon téléphone continuait de vibrer, et je n'y prêtais plus attention. Je fixais un point sur le mur, réalisant tout ce que je risquais de perdre, tout ce que j'avais construit, mon cabinet, ma réputation, mon indépendance vis-à-vis de mes parents. Tout semblait compromis simplement parce que je n'avais pas su me taire un jour de plus. Vers midi, mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois pour un SMS provenant d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, puis, poussé par une intuition, je l'ai ouvert. C'était Kieran, le barman de l'hôtel. Il m'apprenait avoir servi plusieurs verres à Tom et Ashley la veille du mariage. Ils étaient clairement ensemble, très proches, toujours penchés l'un vers l'autre, se frôlant. Si j'avais besoin de quelqu'un pour confirmer ce que j'avais vu, il était prêt à témoigner. Selon lui, Tom n'avait pas eu un comportement acceptable, et Jordan méritait d'apprendre la vérité. J'ai relu le message 3 fois, enregistré son numéro dans mes contacts. Une vague de chaleur m'a envahi, un sentiment de soulagement,
d'avoir enfin la preuve que je n'étais ni folle, ni jalouse, ni en train d'inventer quoi que ce soit. Tom trompait bel et bien Jordan. Ashley était vraiment impliquée. J'avais vu exactement ce que j'avais cru voir. Le rôle de la méchante ne m'incombait pas. C'était lui. J'ai écrit à Kieran pour le remercier, en ajoutant que j'aurais peut-être besoin de son témoignage, si on continuait à m'accuser de mensonge. Il a immédiatement répondu, prêt à raconter à qui voudrait l'entendre qu'il avait tout vu. Tom avait la main sur la cuisse d'Ashley. Ils s'étaient embrassés en pensant être seuls, puis étaient repartis ensemble vers minuit. Je me suis allongée sur mon fauteuil, le téléphone serré dans la main, bouleversée mais rassurée. Oui, Tom trompait Jordan. Oui, Ashley était complice. Jordan devait savoir tout cela avant de s'installer avec lui, d'acheter une maison, d'avoir des enfants, avant de bâtir toute leur vie sur un mensonge. J'avais pris la bonne décision, peut-être pas de la meilleure manière, mais c'était ce qu'il fallait faire. Le soir venu, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois un message de ma cousine Rachel. Elle écrivait que Tom venait finalement d'avouer la vérité à Jordan, après des heures de mensonges, après avoir tenté de faire croire que j'inventais tout par jalousie et que je cherchais à briser son mariage. Il avait fini par capituler, reconnaître qu'il voyait Ashley depuis 3 mois, que tout était parti de la soirée de ma boîte où ils s'étaient rencontrés, qu'il comptait arrêter après le mariage, que cela ne signifiait rien pour lui, qu'il aimait Jordan, qu'Ashley ne représentait rien. Rachel ajoutait que Jordan était complètement effondré, mais au moins, elle connaissait la vérité et n'avait pas épousé Tom en ignorant ce qui se passait. J'ai répondu pour demander comment Jordan allait. Rachel m'a dit qu'elle s'était enfermée dans la suite nuptiale, ne voulait parler à personne, criait, pleurait, que Tom essayait de la convaincre d'ouvrir mais qu'elle jetait des objets contre la porte, au point où le directeur de l'hôtel avait dû intervenir car les autres clients se plaignaient du bruit. Un autre message de Rachel racontait que Jordan avait lancé son alliance à Tom, qu'elle lui avait dit de quitter la suite et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. C'était fini entre eux. L'hôtel avait logé Tom dans une autre chambre à un autre étage. Quant à Ashley, elle était apparemment partie juste après la cérémonie, avait tout emballé et pris la route jusqu'à chez ses parents à 3 heures d'ici, consciente que je n'allais pas me taire et que la nouvelle se diffuserait partout. Elle ne pouvait affronter ni Jordan, ni personne. J'ai reposé mon téléphone et me suis laissée gagner par le silence de la maison. Une vague de fatigue m'a submergée, une lassitude qui n'avait rien à voir avec un simple manque de sommeil. Toutes les vérités que j'avais révélées au mariage étaient incontestables. Tom l'avait admis, Kieran en avait été témoin, mais Jordan, elle, demeurait effondrée. Ma famille, de son côté, continuait à me reprocher ce que j'avais fait, et il me restait encore à affronter les conséquences. 2 jours se sont écoulés ainsi. Je suis restée enfermée chez moi, sans répondre au téléphone, à me plonger dans mes dossiers clients pour éviter de trop penser à tout ça. Puis ma mère a appelé, cette fois-ci pour de vrai, pas juste un message. J'ai vu son nom s'afficher, attendu quelques tonalités, puis j'ai décroché. Elle a commencé à parler sans préambule, m'expliquant que Jordan voulait savoir comment j'avais découvert la liaison entre Tom et Ashley, si j'avais mené ma petite enquête, si j'avais espionné Tom, depuis combien de temps je savais sans rien dire, et surtout si j'avais prémédité de gâcher le mariage. J'ai pris le temps de répondre, le plus calmement possible, et je lui ai raconté que j'étais tombée sur eux, complètement par hasard, au bar de l'hôtel, la veille du mariage, en rapportant la trousse de maquillage que Jordan avait laissée au dîner de répétition. Je les avais aperçus en passant, installés côte à côte, la main de Tom posée sur la cuisse d'Ashley, si complices à chuchoter et à rire, le rouge à lèvres sur le col de Tom qui n'appartenait clairement pas à Jordan. Je les ai observés un petit moment avant qu'ils ne réalisent ma présence et se séparent précipitamment. Je suis partie aussitôt et j'ai passé la nuit entière à me demander ce que je devais faire. Ma mère est restée silencieuse un long moment avant de m'annoncer que Tom avait confirmé tous les détails. Le bar, les verres, Ashley, les gestes, le rouge à lèvres, absolument tout. Son ton s'est alors fait moins tranchant, toujours froid mais hésitant, presque comme si elle commençait à comprendre que je n'avais jamais menti. Je lui ai demandé, en la regardant droit dans les yeux, si elle aurait préféré que je laisse Jordan épouser Tom en sachant qu'il la trompait. Elle a bredouillé qu'il aurait fallu gérer ça en privé, sans faire d'esclandre, par respect pour la famille, et qu'il existait d'autres façons d'en parler à Jordan, à un moment plus discret. Je lui ai alors demandé, avec ironie, quel moment aurait été approprié, juste avant la cérémonie, quand Jordan était entouré, entre 2 photos et les demoiselles d'honneur, pendant la cérémonie, devant le prêtre, après la lune de miel, alors qu'il aurait été trop tard. Elle n'a rien su répondre. 3 jours se sont encore écoulés avant que le nom de Jordan s'affiche enfin sur mon portable. Pas un mot de la part de ma mère pour elle. Aucun message. Là, c'était un véritable appel. Le premier de ma sœur depuis des années. J'ai hésité 2 sonneries, puis je lui ai répondu. Sa voix était rauque, presque cassée, comme si elle avait pleuré sans relâche ces derniers jours. Elle voulait comprendre pourquoi j'avais choisi de l'humilier devant tout le monde, plutôt que de la prendre à part avant la cérémonie,
pourquoi j'avais ruiné son mariage de la manière la plus visible qui soit. J'ai inspiré profondément, puis je lui ai dit la vérité. Je lui ai expliqué que j'avais vraiment essayé de la voir seule avant la cérémonie, mais qu'elle était constamment accaparée par les photos, les retouches de robe, les copines qui ne la lâchaient au pas d'une semelle. À chaque tentative, quelqu'un la réclamait. Je n'avais pas eu une seule seconde d'intimité avec elle de toute la matinée. Elle était restée muette et j'ai continué. Je lui ai expliqué que, le soir venu, quand elle m'a mis le micro sous le nez lors de la réception, j'ai craqué à cause de cette histoire absurde de robe rouge qui m'avait mise hors de moi. La voir rayonner, alors qu'elle me ridiculisait devant tout le monde, a fait voler quelque chose en éclats chez moi. J'ai avoué qu'en partie, si j'avais tout balancé en public, c'était une forme de revanche, une façon qu'elle ressente, pour une fois, ce que j'endurais depuis 30 ans. Pour une fois, je me défendais au lieu d'encaisser en silence. Jordan n'a rien dit pendant de longues secondes après ça. Puis, elle a sorti une phrase qui m'a arraché un vrai éclat de rire. Elle prétendait que la fameuse robe rouge était censée me mettre en valeur, qu'elle voulait que je sois la star des photos, que ce serait superbe. J'ai ri parce que c'était tellement énorme, tellement une tentative maladroite de réécrire l'histoire et de se donner le beau rôle. Elle s'est vexée, répétant qu'elle pensait vraiment que le rouge m'irait et qu'elle n'avait jamais voulu m'humilier. Je l'ai interrompue et j'ai tout déballé. Je lui ai rappelé quand, petite, elle m'avait coupé les cheveux, juste parce qu'on avait raccourci les siens, quand elle avait raconté partout que j'étais en classe spéciale, alors qu'en réalité, je faisais partie des meilleurs. Quand elle avait rabaissé mon cabinet comptable, le réduisant à de simples déclarations de revenus saisonnières, ou encore quand elle avait laissé entendre que ma maison se trouvait dans un quartier malfamé. Tous ces moments où elle m'avait éternellement rabaissé, fait sentir nulle ou à côté de la plaque. Elle a tenté de m'arrêter, mais cette fois, c'était fini. Des années de ressentiment se sont mises à couler, douloureuses et nécessaires. J'ai tout sorti, les souvenirs des blessures accumulées, les mensonges, tout ce qu'elle m'avait fait. Impossible de retenir ce flot, même si je l'avais voulu. Au bout d'un moment, elle s'est mise à pleurer, puis elle a simplement raccroché sans un mot. Je suis restée là, le téléphone éteint dans la main, soudainement plus légère, comme libérée d'un poids que je portais depuis trop longtemps. Tout avait été dit, enfin, qu'elle accepte, qu'elle y croit, ou non, ça n'avait plus d'importance. Pour une fois, j'avais pris ma propre défense, au lieu de tout garder pour moi. Ce soir-là, mon père m'a également appelé. Sa voix était posée lorsqu'il m'a demandé de penser à Jordan, de ne pas oublier qu'elle traversait une rupture terrible et qu'il valait mieux ne pas en rajouter. J'ai relevé que Jordan, elle, n'avait jamais pris en considération mes sentiments, pas une seule fois en 30 ans, qu'elle s'était construite en me rabaissant sans cesse. Il n'a rien trouvé à répondre, m'a simplement dit qu'on en reparlerait, puis il a raccroché. Une semaine après le mariage, je me suis arrêtée au café qui borde mon bureau. Eugene attendait sa commande, comme si de rien n'était. C'était le mari d'Amy, celui qui était là au mariage. Dès qu'il m'a aperçu, il s'est approché et m'a parlé à voix basse, veillant à ce que personne ne l'entende. Il m'a confié que la moitié des invités trouvaient que ce que j'avais fait ne se faisait pas, que tout aurait dû rester privé, alors que l'autre moitié, au contraire, était soulagée que quelqu'un ait enfin osé mettre le doigt sur le comportement de Tom. Il s'est penché un peu plus, m'avouant que ça faisait des mois que des rumeurs circulaient sur Tom. Des murmures sur sa façon de se comporter avec les jeunes femmes à l'hôpital, des histoires pas très nettes lors des congrès médicaux. Apparemment, tout le monde voyait bien le schéma, mais personne ne voulait l'admettre parce que Tom était un chirurgien respecté. Eugene m'a dit que pour certains, c'était presque un soulagement que les choses éclatent au grand jour, dans un contexte où Tom ne pouvait plus se défiler. Ensuite, il m'a parlé d'Ashley. Il a expliqué qu'elle publiait des messages assez mystérieux sur les réseaux, où elle disait qu'on lui reprochait des choses dont elle n'était pas vraiment responsable, et que la situation était beaucoup plus compliquée qu'on ne le pensait. J'ai sorti mon téléphone, et je suis allée voir son profil. Elle laissait entendre que Tom l'avait poursuivie de façon insistante, qu'elle avait tenté de rompre à plusieurs reprises, et que pour juger, il faudrait connaître tous les faits. Pour la première fois depuis ce mariage, le doute s'est insinué en moi, un doute que je n'avais pas voulu ressentir jusque-là. Tom, chirurgien, charismatique, avec de l'argent, Ashley, beaucoup plus jeune, en début de carrière, peut-être que le rapport de force entre eux était bien plus tordu que ce que je croyais. J'ai commencé à me demander si je ne l'avais pas jugé trop vite, en oubliant à quel point tout cela pouvait être complexe. J'ai remercié Eugene avant de quitter le café, le cœur lourd. J'ai cherché le numéro de Kieran et je l'ai appelé, voulant qu'il me raconte en détail ce qu'il avait vu ce fameux soir au bar de l'hôtel. Il s'en rappelait parfaitement. D'après lui, Tom menait la danse. C'était lui qui commandait les verres et prenait l'initiative, posait la main sur le bras ou la jambe d'Ashley, la gardait près de lui alors qu'elle semblait vraiment mal à l'aise, le nez vissé à son téléphone. Pourtant, Tom continuait d'agir comme si de rien n'était, poussait à la consommation, parlait fort, riait. Kieran m'a avoué avoir presque eu envie d'intervenir,
tant Ashley paraissait vouloir fuir, sans oser partir de peur de paraître impolie. Je l'ai remercié pour ses précisions et j'ai raccroché, perdu dans mes pensées, le regard fixé sur mon téléphone. Peu à peu, mon avis sur toute cette histoire a commencé à changer. Ashley n'était sans doute pas simplement celle qui avait brisé le couple de ma sœur. Elle avait surtout été la cible de Tom, qui l'avait poursuivie sans relâche. Elle avait apparemment essayé de s'éloigner, mais il n'avait cessé de la ramener vers lui. Je persiste à penser qu'elle aurait dû être honnête avec Jordan, mais je comprends désormais qu'elle avait probablement très peur de la réaction de Tom. Peut-être qu'elle redoutait de perdre son emploi, sachant sa position fragile face à quelqu'un d'aussi influent dans son hôpital. La différence de pouvoir entre un chirurgien et une assistante médicale, c'est énorme. Tom aurait pu ruiner sa carrière d'un simple coup de fil au bon moment. 10 jours après le mariage, je travaillais sur des rapports trimestriels pour un client PME quand mon téléphone a sonné. Le nom qui s'est affiché, c'était Alice Henderson, une collègue de mon cabinet depuis 3 ans, amie avec ma mère à cause du club de lecture. J'ai décroché, prête à répondre à des questions comptables habituelles, mais Alice voulait savoir si mes déboires familiaux risquèrent d'avoir un impact sur la gestion de ses finances. Je l'ai immédiatement rassurée. Ma vie perso et le travail, je les tenais bien séparés. Elle a marqué un temps d'arrêt, a dit qu'elle allait réfléchir, puis a raccroché. Je suis restée paralysée devant mon écran. Ce que j'avais dit lors du mariage de Jordan commençait à retomber sur moi. Les gens doutaient de moi, se demandaient si j'étais encore capable de gérer leur argent sans tout faire exploser. 2 jours plus tard, un autre client m'a appelé, inquiet lui aussi. Puis un troisième, le lendemain. Eux aussi avaient entendu parler du mariage. Ils m'ont posé des questions sur mon discernement, sur ma capacité à rester discrète. J'ai fait de mon mieux pour les rassurer, mais je sentais bien l'inquiétude dans leur voix. Ils pensaient peut-être qu'une personne capable de créer un tel scandale au mariage de sa sœur pouvait être tout aussi imprévisible dans sa vie professionnelle. Et si elle se mettait un jour en colère contre un client et dévoilait ses secrets financiers, peut-on lui faire confiance pour garder ce qu'on lui confie? Ils n'osaient pas dire ces choses à voix haute, mais je les entendais tout de même. À mon insu, ce que j'avais révélé publiquement entachait ma réputation, ce à quoi je n'avais pas du tout songé en empoignant ce micro. J'ai pris rendez-vous avec Maxine, mon mentor, celle qui m'avait soutenue au lancement de mon cabinet 5 ans plus tôt. On s'est retrouvés dans son bureau, décoré de clichés de mariage issus de son activité de photographe. Elle m'a servi un café, puis est allée droit au but. Elle avait tout vu au mariage, le discours, la révélation, la détresse de Jordan, le chaos. Elle comprenait ma colère, mais elle m'a mise en garde. Quand on est à la tête d'une petite structure, on ne peut pas se permettre le moindre écart d'image. Les clients veulent se sentir en sécurité, être certains que vous êtes fiable et discret, que votre vie privée ne viendra pas empiéter sur la qualité de votre travail. Actuellement, disait-elle, la ville entière jasait à mon sujet, et l'opinion n'était pas franchement à mon avantage. Elle m'a suggéré d'essayer de renouer publiquement avec Jordan, pas forcément pour régler nos comptes en coulisses ou faire croire que tout allait bien, mais plutôt pour montrer qu'on faisait front ensemble malgré les difficultés. Ça aurait le mérite de calmer les bruits qui circulaient et de rassurer les clients anxieux. Elle insistait, les histoires familiales qui s'éternisent, ça effraie les gens, surtout quand ils doivent vous confier leurs finances. Ils se demandent si vous êtes vraiment concentré et capable de discernement. Ensuite, Maxine m'a montré sa propre page pro sur les réseaux sociaux, comment elle gérait scrupuleusement son image. Rien qui puisse choquer ses clients, aucune polémique, une façade absolument irréprochable. Après 20 ans de carrière, elle savait combien la réputation comptait dans une petite ville où tout le monde se connaît. En sortant du bureau de Maxine, je bouillonnais. Au fond, son conseil, c'était de m'excuser d'avoir été honnête. Tom avait trompé Jordan. Ashley était impliquée. Ce n'était pas une opinion, c'était la réalité. Pourquoi devrais-je rectifier publiquement la situation alors que j'avais simplement prévenu Jordan avant son mariage? Pourtant, au cours de la semaine suivante, 2 clients ont quitté le cabinet, prétextant vouloir éviter les histoires. L'un d'eux était là depuis mes débuts. J'ai vu ma clientèle fondre et j'ai réalisé que l'impact de mes actes dépassait largement ce que j'avais imaginé. Finalement, le sentiment du devoir accompli en exposant Tom me coûtait cher, bien plus que prévu, notamment le jour où j'ai pris ce micro pendant la réception. 3 semaines après le mariage, j'ai reçu un mail d'Ashley. L'objet, on peut se parler, et dans le corps du message, des précautions à chaque phrase. Elle voulait qu'on se voie pour discuter, exposer sa version des faits, expliquant qu'elle n'en menait pas large, écrasée par la culpabilité et la confusion. Elle comprenait que je refuse, mais espérait que je lui laisserais une chance de s'expliquer. J'ai relu son mail 3 fois, tiraillée. Une partie de moi en voulait encore à Ashley, mais une autre était curieuse, surtout depuis les confidences de Kieran sur Tom, qui aurait tout orchestré. J'ai fini par accepter, en lui proposant un rendez-vous à l'autre bout de la ville, dans un café où on ne risquait pas de croiser du monde. Le lieu était presque désert quand je suis arrivée. Ashley est entrée 5 minutes après, transformée. Fini la jeune femme impeccable des soirées entre amis. Elle avait l'air exténuée, les yeux cernés,
les cheveux ramenés en un chignon mal fait. Ses vêtements semblaient sortis d'une pile froissée. D'une main tremblante, elle a commandé un café, puis s'est installée en face de moi, à une table à l'écart. On s'est dévisagé un instant avant qu'elle ne prenne la parole d'une voix basse et éreintée. « Merci d'avoir accepté. Tu dois sûrement me détester. » Elle voulait que je comprenne ce qui s'était vraiment passé avec Tom. Elle a raconté comment il l'avait dragué lourdement après leur rencontre à mon événement pro, comment il l'avait retrouvé sur les réseaux pour inonder sa boîte de compliments, de blagues, de propositions de rendez-vous. Au départ, elle avait essayé de garder ses distances, consciente qu'il était avec Jordan. Mais Tom s'est montré obstiné. Il lui disait que son couple n'était qu'une façade, qu'ils avaient un arrangement pour voir ailleurs. Il lui assurait que Jordan voulait juste se marier pour la forme, qu'ils n'étaient guère plus que deux colocataires prêts à se rendre la vie facile. Ashley a avoué avoir été naïve d'y croire. Elle savait quelque part que ça sonnait comme le discours habituel des infidèles. Mais Tom était doué, charmeur, et elle, ébranlée par sa propre rupture, s'était laissée prendre au jeu. Elle avait tenté de rompre à plusieurs reprises, rongée par le remords, mais Tom revenait à la charge, tour à tour en colère, désespéré, puis rêveur, lui promettant de quitter Jordan après le mariage. Ashley m'a tendu son téléphone, me montrant des centaines de messages de Tom. Il insistait sans cesse pour la voir, s'agaçait dès qu'elle prenait ses distances, lui répétait qu'il pourrait former un vrai couple une fois qu'il aurait réglé tout ça avec Jordan, s'acharnait à la convaincre qu'il avait besoin d'elle, que personne d'autre ne le comprenait. J'en avais le cœur soulevé. Ce n'était pas juste une embrouille entre deux complices consentants. Tom avait clairement manipulé, méthodiquement, une jeune fille vulnérable. Mon regard sur Ashley a changé. Ce n'était pas une voleuse de copains. C'était, elle aussi, une victime de Tom, utilisée comme Jordan l'avait été. Le seul vrai responsable, c'était Tom, qui jouait sur tous les tableaux en parfait hypocrite. Ashley a rangé son portable, regardé sa tasse. Ça fait des semaines que j'essaie de joindre Jordan. Tu sais, je lui ai écrit partout. Je me suis même pointée chez tes parents. Rien à faire. Elle m'a supprimée et refuse toute discussion. J'ai perdu presque toutes mes amies. Tout le monde a choisi son camp. Et c'est évidemment Jordan qui a eu le dernier mot. Sa voix s'est faite plus douce. Je comprends. C'est normal qu'elle la soutienne. Après ce que j'ai fait, c'est ce que je mérite. Puis Ashley m'a posé une question que je n'avais pas vu venir. Tu crois que Jordan pourra me pardonner un jour ? Je suis restée quelques secondes sans répondre, incapable de lui donner un espoir ou de condamner sa demande. Car au fond, je ne connaissais pas vraiment ma sœur, pas en profondeur. Je lui ai expliqué que je n'avais pas la réponse, que Jordan et moi n'étions pas assez proches pour que je puisse prévoir sa réaction. Ashley a hoché la tête, résignée, et m'a remercié d'avoir accepté ce rendez-vous, ajoutant qu'elle espérait qu'un jour, Jordan et moi pourrions tourner la page après tout ce que Tom nous avait fait subir. Elle est sortie la première, me laissant seule à mon café, ruminant la tournure des événements sur le chemin du retour. J'étais complètement perdue. Tom était clairement le salaud de l'histoire, a manipulé aussi bien Ashley que Jordan. Mais au fond, c'est moi qui avais tout fait éclater devant 50 personnes, sans avoir saisi l'ampleur du désastre. Ashley n'était pas une briseuse de couple, juste une fille trop jeune, moins armée face aux mensonges d'un type doué pour embrouiller les esprits. Quant à Jordan, avec tout ce qu'elle m'avait infligé pendant des années, elle ne méritait assurément pas d'apprendre l'infidélité de son mari dans ces circonstances. Je revoyais encore son visage quand j'avais balancé le nom de Tom au micro. La façon dont elle s'était figée, s'était tournée vers lui, sa robe blanche flottant autour d'elle. Au fond, j'avais voulu lui faire payer l'histoire de la robe rouge et 30 ans à me sentir invisible. Et sur ce coup-là, je l'avais blessée, il n'y avait pas de doute. Pourtant, à présent, je doutais que cette réussite ait vraiment le goût de victoire que j'avais espéré. Un mois s'était écoulé sans le moindre signe de vie de la part de ma famille. Ni coup de fil, ni message de mes parents. Quant à Jordan, c'était le silence radio, bien sûr. Chaque jour, je me rendais à mon cabinet d'expertise comptable, puis je rentrais chez moi en tentant de ne pas trop penser au mariage. Jusqu'au jour où ma mère m'a appelée pour me proposer un déjeuner en tête-à-tête. Sa voix, au téléphone, semblait différente, moins distante qu'avant. J'ai accepté de la retrouver dans un restaurant du centre-ville. À mon arrivée, elle m'attendait déjà près de la fenêtre. J'ai eu du mal à la reconnaître sur le coup, tant elle paraissait changée. Son visage était marqué par de nouvelles rides autour des yeux et de la bouche. Ses cheveux tirèrent plus sur le gris. Et surtout, elle dégageait une fatigue profonde, celle qu'on accumule à force d'épreuves sans fin. Après avoir commandé, un silence gênant s'est installé, puis elle a pris la parole. Elle m'a expliqué que Jordan était retourné vivre chez eux depuis le mariage, qu'elle ne mangeait presque rien, sautait ses repas et laissait tout dans son assiette, qu'elle avait cessé d'aller au travail et que son patron se montrait de plus en plus inquiet. Elle passait le plus clair de ses journées enfermée dans sa chambre, sans parler à personne, murée dans son silence. D'un ton soudain durci, ma mère m'a alors demandé si j'étais satisfaite de tout cela. Si, à mes yeux, tout cela valait vraiment la peine, pour ce que je voulais prouver, d'avoir gâché le mariage de Jordan.
La manière dont elle s'est adressée à moi m'a renvoyée en enfance, comme si j'étais toujours le vilain petit canard responsable de tous les soucis. J'ai reposé calmement ma fourchette, puis je l'ai regardé droit dans les yeux pour lui répondre « Ce n'est pas moi qui ai détruit le mariage de Jordan, c'est Tom, en la trompant. Et Jordan aussi, à force de me traiter comme une moins que rien pendant toutes ces années. » Ma mère a légèrement sursauté à mes mots, mais elle n'a rien répondu, n'a pas essayé de me contredire. Elle est restée là, les yeux rivés sur son assiette. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai pris conscience d'une chose. Elle savait que j'avais raison, même si elle n'arrivait pas à l'admettre à haute voix. Elle savait que Jordan m'avait fait du mal, que mon père et elle avaient laissé faire. Nous avons continué à manger en silence. Puis, à ma grande surprise, ma mère a reconnu d'elle-même qu'ils avaient, sans doute, favorisé Jordan pendant notre enfance. Elle ne m'a pas vraiment présenté d'excuses, mais elle a admis qu'ils avaient commis des erreurs dans la gestion de notre relation et que c'est en partie ce qui avait nourri toute cette rancœur qui avait explosé le jour du mariage. J'étais sidérée. Jamais elle n'avait dit une chose pareille auparavant. C'était toujours Jordan ci, Jordan ça, avec l'éternelle consigne d'être compréhensive, de lui laisser de la place, de ne pas faire d'histoire. Je lui ai demandé pourquoi finalement. Qu'est-ce qui faisait que Jordan méritait plus leur attention et leur affection? Ma mère a eu du mal à répondre. Elle s'est contentée de tripoter sa fourchette en évitant mon regard. Finalement, elle a expliqué que Jordan était leur première, qu'ils étaient jeunes et qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre avec deux filles au caractère si différent. Elle disait cela comme si cela expliquait tout. L'aînée avait droit à tout le soutien, alors que la cadette passait après. Puis elle m'a confié quelque chose que je n'avais jamais su, à propos de Jordan. Apparemment, elle avait souffert d'une anxiété sévère enfant, au point de devoir suivre une thérapie et prendre des médicaments. J'étais stupéfaite. Jamais personne ne m'en avait parlé. Ma mère m'a alors dit que ce besoin de tout contrôler, cette obsession d'être irréprochable, venait d'une peur persistante de ne jamais en faire assez. Et qu'au fond, si Jordan s'acharnait toujours à me rabaisser, c'était parce qu'elle se sentait elle-même inférieure. En écoutant ma mère, je sentais quelque chose changer doucement en moi. Rien n'excusait ce que j'avais subi, ni les remarques cinglantes, ni la coupe de cheveux, ni les méchancetés à répétition. Mais je commençais à voir Jordan autrement, pas seulement comme l'enfant gâté qui prenait plaisir à me pourrir la vie, mais comme une sœur pleine de failles que nos parents n'avaient pas su accompagner. Moi, je n'avais été qu'un dommage collatéral dans sa lutte avec ses propres démons. Ma mère a alors tendu la main vers la mienne, sans vraiment oser l'attraper, et m'a demandé si j'accepterais de parler à Jordan, avec l'aide d'un thérapeute familial, pour essayer d'y voir plus clair et d'apaiser les choses. Je n'ai pas su quoi répondre immédiatement. Une part de moi avait envie de refuser, de préserver la distance que j'avais enfin pu instaurer. Mais je réalisais aussi que toute cette colère, portée si longtemps, ne m'avait jamais vraiment apaisée. Mettre le mariage de Jordan sans dessus-dessous n'avait rien arrangé non plus. J'ai simplement dit à ma mère que j'allais y réfléchir. Elle a hoché la tête, et la fin du repas s'est passée en échangeant des banalités, chacune esquivant soigneusement le vrai sujet. Les 5 semaines suivantes, j'ai repris ma routine de travail et évité tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une réunion de famille. Jusqu'à ce que Jean m'appelle un mardi après-midi, alors que j'avais la tête plongée dans des dossiers fiscaux pour un client. Il voulait me reparler du mariage. J'ai accepté, sans me douter qu'il allait m'annoncer quelque chose d'inattendu. Plusieurs invités l'avaient contacté en privé pour me soutenir. Certains estimaient même que c'était une bonne chose que quelqu'un empêche Tom d'enfermer Jordan dans un mariage fondé sur le mensonge. Mon intervention avait été théâtrale, mais, selon eux, elle avait évité à ma sœur une énorme erreur. J'étais restée sans voix, le téléphone à la main, moi qui pensais que tout le monde me voyait comme la méchante de l'histoire. Eugene continuait en ajoutant que, depuis, la réputation de Tom à l'hôpital s'était fortement dégradée. Ses collègues doutaient de son intégrité et de sa fiabilité. Certains patients avaient demandé à changer de chirurgien, mal à l'aise avec son attitude, même si cela n'entachait en rien ses compétences professionnelles. Eugene m'a avoué que l'administration hospitalière suivait l'affaire de très près. Il a ensuite ajouté une chose qui m'a bouleversée. Jordan avait entamé une thérapie pour s'attaquer à des problèmes autrement plus anciens et profonds que celui de son mariage raté. Elle avait évoqué notre enfance, la façon dont elle s'était comportée avec moi, et commencé à discerner des mécanismes qui lui avaient jusque-là totalement échappé. Je l'ai remercié de m'avoir prévenue, puis je suis restée longuement assise à mon bureau, bien après notre conversation. Une semaine après, un message de Jordan a fait vibrer mon téléphone. Il était bref, assez froid. Elle me proposait de me retrouver avec une thérapeute, précisant qu'elle comprendrait si je n'étais pas prête, mais qu'elle espérait que j'y réfléchirais. Aucun reproche, rien pour se défendre dans ce message, seulement une demande simple, radicalement différente de tout ce qu'elle avait pu m'envoyer auparavant. J'ai laissé ce message sans réponse pendant 2 jours, avant de finalement accepter. Le rendez-vous avait lieu dans un cabinet de centre-ville, impersonnel, mur beige, chaises dures et salle d'attente froide. Jordan est arrivé peu après moi, vêtue de façon décontractée, les cheveux attachés, le visage sans artifice.
Elle avait l'air un peu effacée. Nous nous sommes installés chacune à une extrémité du canapé, tandis que la thérapeute se présentait et nous expliquait le déroulement de la séance. On se tenait droite, raide, évitant soigneusement de se regarder, comme deux inconnus réunis par la force des choses. La thérapeute nous a demandé de parler de notre enfance commune. Jordan a commencé, racontant la pression immense pour être toujours parfaite, rendre nos parents fiers, prouver qu'elle méritait leur attention et leur tendresse. Elle a reconnu qu'elle me répercutait son anxiété parce que, selon elle, j'avais l'air à l'aise et sûre de moi sans rien forcer, ce qui la faisait se sentir encore plus insuffisante. Mon premier réflexe aurait été de protester, de lui rappeler qu'elle avait toujours été la préférée, mais je me suis retenue. À mon tour, j'ai évoqué ce sentiment d'être transparente, minuscule, réduite à rien face à la place qu'occupait Jordan. J'ai expliqué à quel point ces paroles m'avaient blessée toutes ces années. Monter ma boîte, acheter mon appartement, cela avait aussi été une façon de prouver ma valeur malgré ce que je subissais. Ma voix s'est brisée en abordant la fameuse histoire des cheveux coupés, la terreur ressentie en me réveillant et en découvrant ces mèches disparates laissées sur l'oreiller. C'est Jordan qui a craqué la première, bientôt suivi de mes propres larmes. La thérapeute nous a tendu une boîte de mouchoirs et a souligné que, malgré une famille partagée, chacune avait vécu une histoire bien différente. Les failles parentales s'étaient répercutées en nous, et nous avions reporté notre souffrance l'une sur l'autre, au lieu de l'affronter à la racine. Elle a résumé en disant que nous avions toutes les deux été abîmées par une éducation bancale, chacune à notre manière. Je ne voulais pas le reconnaître, mais ça m'a secouée. Jordan s'est tourné vers moi, les yeux rougis, murmurant des excuses pour la robe rouge, pour toutes ces années où elle m'avait rabaissée. Elle m'a avoué qu'en essayant de me contrôler, elle tentait surtout de ne pas sombrer. J'ai aussi présenté mes excuses pour l'humiliation publique de son mariage, pour avoir choisi le pire moment et la pire façon de lui ouvrir les yeux. Nous sommes restés là, vidés, à pleurer comme après une épreuve d'endurance. Avant de nous quitter, la thérapeute nous a fixé un autre rendez-vous la semaine suivante. 2 mois ont passé après le fameux mariage. Jordan et moi avons choisi de nous revoir, cette fois sans thérapeute. On s'est retrouvés autour d'un café, dans un lieu inconnu de nous deux, histoire d'être sur un terrain neutre. Elle a pris un latte, j'ai opté pour un café noir, et chacune a tâtonné en commençant la discussion, comme 2 personnes qui n'ont plus leur vieux repère de conflit. Elle s'est intéressée à mon entreprise. J'ai fait de même pour son travail. L'échange était banal en apparence. Pourtant, entre nous, tout cela avait un goût étrange. On savait que l'on tentait de poser de nouvelles bases, sans trop savoir dans quelle direction avancer. Au bout d'un moment, Jordan a rompu le silence en reposant sa tasse. Pour la première fois, elle m'a vraiment regardée. Elle a reconnu qu'elle avait quelque chose sur le cœur depuis des semaines. Malgré la violence de mon intervention à son mariage, elle m'était reconnaissante de lui avoir ouvert les yeux sur Tom avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix s'est adoucie en expliquant qu'après ma révélation, elle avait mené sa propre enquête sur Tom et avait trouvé des preuves d'autres tromperies. Ashley n'était que la dernière sur la liste. 6 mois plus tôt, c'était une infirmière, avant elle, une visiteuse médicale. En réalité, Tom l'avait trompée tout au long de leur histoire, et elle n'avait absolument rien vu, absorbée par l'organisation de ce mariage parfait. Je suis restée sans voix, mon café refroidi entre les mains. Une partie de moi aurait voulu lâcher un « je te l'avais dit », mais j'ai réussi à me taire. Jordan paraissait brisé, vidé, sa carapace envolée, ne laissant qu'une femme épuisée. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les messages d'Ashley, les captures d'écran révélant sans détour la manipulation de Tom. Comment il avait harcelé Ashley, menti surtout, insisté lourdement alors qu'elle voulait rompre. Jordan a tout lu en silence, mâchoire crispée, mains tremblantes. À la fin, elle était en colère, mais différemment. Savoir qu'Ashley aussi avait été prise au piège rendait la trahison moins personnelle. Ce n'était pas qu'elle n'était pas assez ou qu'Ashley valait mieux. Non, le problème, c'était Tom, ce prédateur qui traquait les femmes fragiles en toute impunité. On a continué à parler encore 1 heure de tout ce qu'on n'avait pas vu, du schéma qui s'était répété sous nos yeux. Puis la discussion a basculé sur nous deux et sur la suite. J'ai proposé qu'on tente une sortie par mois, juste pour voir si l'on pouvait préserver ce qu'il restait et peut-être reconstruire quelque chose. Jordan a accepté sans hésiter, tout en précisant que ça ne servirait à rien de se mentir. Il nous faudrait des années pour réparer, et on n'arriverait peut-être jamais à cette relation idéale dont on avait rêvé. Des années entières à accumuler les blessures, à tel point que certaines choses restent à jamais brisées, peu importe les efforts qu'on y consacre. J'ai vraiment apprécié sa franchise. Inutile de faire semblant d'avoir tout arrangé simplement parce qu'on avait partagé une séance chez le psy et pris un café ensemble. 3 mois après le mariage, je travaillais à mon bureau sur les déclarations fiscales de mes clients, lorsqu'un message de Jordan a fait vibrer mon téléphone. Elle m'avait envoyé une photo d'elle assise dans le cabinet du thérapeute, notre mère à sa droite, notre père à sa gauche. Tous les 3 affichaient cet air à la fois gêné et déterminé. Sous la photo, elle avait écrit « Merci de nous avoir forcés à affronter nos problèmes ».
Pire demoiselle d'honneur de l'histoire, mais peut-être la sœur qu'il me fallait vraiment. Devant mon téléphone, j'ai esquissé un sourire, consciente qu'il se passait quelque chose en moi. Parfois, la plus belle preuve d'amour qu'on puisse offrir à sa famille, c'est de refuser de faire semblant face à ses failles, quitte à briser l'illusion de perfection que chacun s'échinait à préserver.